Alors déjà, le webinaire est enregistré. Il sera donc possible de le revoir. On vous a mis 1 heure, mais je ne pense pas du tout qu'on en ait pour 1 heure pour présenter tous les dispositifs. Il y a l'onglet questions-réponses, donc je vous invite à poser vos questions dans ces contre-onglets-là et on y répondra à la fin du webinaire. Et donc, il s'agit aujourd'hui de parler du décret territoire fragile qui a fait la une de la presse au mois d'août et de vous en expliquer les contours, le pourquoi et l'objectif de ce décret-là. Et aussi, c'était l'occasion de témoigner de ce travail qui est fait en amont. C'est-à-dire que ce décret, alors Madame Perrault vous l'expliquera mieux que moi, hein, ce décret donne des méthodes pour identifier des zones fragiles dans les régions et chaque agence régionale de santé travaille sur les critères de ce décret pour en évaluer en gros la hauteur. Voilà, en fait, il y a un certain nombre d'items et on mesure parmi tous ces items la valeur qu'on veut donner, par exemple, sur enfin, différents critères de fragilité, comme par exemple l'âge du titulaire. Ce n'est pas un critère forcément figé. Et ce travail-là, l'objectif, c'était de vous témoigner qu'aujourd'hui, l'Agence régionale de santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne le fait pas seule dans son coin et que nous travaillons notamment avec Madame Perrault depuis plusieurs semaines sur ce décret, sur ces données pour essayer d'établir la carte qui correspond au mieux aux besoins des territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le principal objectif est de pouvoir déterminer les territoires dans lesquels il y aura une aide conventionnelle qui pourra être allouée. Donc, je vais laisser la parole à Madame Perrault. Et donc, Madame Perrault, je vous laisse vous présenter et démarrer la présentation du document. Oui, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, Catherine Perrault, je suis pharmacien inspecteur. Je travaille à la direction de l'offre de soins à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je suis en charge d'étudier ce dispositif et je m'appuie, outre évidemment sur l'URPS, aussi sur, sur toute l'équipe de statisticiens de l'agence, puisque vous verrez qu'on a pas mal de chiffres à utiliser. Si on peut passer à la première diapositive, c'était pour vous rappeler le maillage actuel. Hem, donc aujourd'hui, alors c'est pas aujourd'hui, hein, c'était au 17 juillet, puisque entre temps, on a déjà eu malheureusement quelques fermetures. Au 17 juillet, on avait 2 377 officines dans la région et on avait ces temps d'accès que vous voyez sur la carte. 99 de la population d'Auvergne-Rhône-Alpes, elle est aujourd'hui, elle réside à moins de 15 minutes d'une officine. Donc aujourd'hui, ce qu'on aimerait rétablir ou en tout cas améliorer et ne pas voir se dégrader, c'est des zones en orange pâle et orange foncé. Si on rapproche ça d'un zonage d'une autre profession de santé ou des spécialistes, aujourd'hui, la pharmacie reste un équipement, un professionnel accessible aux patients. Néanmoins, on sait qu'il y a des fragilités qui interviennent dans ce maillage. Par exemple, depuis 2019, on a fermé dans la région, on a constaté la fermeture de 171 officines. Alors, dont 30 dans le cadre de regroupements et les autres, soit avec une indemnisation des pharmaciens les plus proches, soit sans indemnisation. Donc 171, c'est loin d'être négligeable. Et sur ces 171, on en avait une vingtaine qui se situaient dans une commune de moins de 2 500 habitants. Donc, comme vous le savez, ce quota de population de 2 500, il fait que quand la pharmacie ferme, on ne peut pas la rouvrir, en tout cas dans le cadre actuel. Et on a eu donc aussi en 2024 l'étude URPS-ORS sur les officines essentielles et fragiles qui a permis d'identifier des officines dont la disparition rendrait cette carte beaucoup plus orange et jaune et peut-être rouge. Alors on peut passer à la suivante. Donc, le dispositif qu'on appelle territoire fragile, en fait, il est né de l'ordonnance de 2018 qui en a posé les principes. Si on va voir dans le dossier législatif, l'objectif, c'était, outre la simplification, la modernisation des conditions d'implantation, il y avait l'objectif de préserver pour l'avenir le maillage pharmaceutique.
Et donc l'ordonnance introduisait la possibilité pour le DG de l'ARS de fixer dans un arrêté des territoires au sein desquels l'accès aux médicaments pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante. Donc on traduit ça en territoire fragile, mais le point de départ, il est double. On le voit déjà dans la loi, c'est préserver le maillage et maintenir l'accès aux médicaments pour la population. Dans ces articles de loi que je vous ai cités, si vous voulez vous y référer sur Légifrance, vous pourrez aller voir, il était prévu un décret pardon, de méthode, un décret méthodologique qui devait fixer comment on allait faire pour définir ces territoires. Donc c'est ce décret qui est sorti seulement cet été. On peut passer à la suivante, donc 2024. 2018 les principes, 2024 les textes d'application, décret qui fixe la méthode, un arrêté qui fixe un plafond et une instruction qui explique aussi d'autres éléments, le calendrier et la maille. Donc, j'y reviendrai après, mais d'abord, je voulais vous représenter les deux leviers d'action qu'on pourra avoir au sein de ces territoires. Parce que c'est vrai que la presse n'a pas forcément retenu, ou en tout cas a pu mettre en évidence des éléments qui étaient faux s'ils n'étaient pas remis dans leur contexte. Donc, la suivante, le premier levier d'action, c'est l'assouplissement des conditions de transfert et de regroupement des officines. Donc, la possibilité d'ouvrir une officine par transfert ou regroupement dans une commune de moins de 2500 habitants. Donc, ça veut dire que dans ces territoires fragiles, il faudra déterminer des communes dont une au moins recense 2000 habitants, qui forment un paquet de communes contiguës qui atteint les 2500 habitants de façon agrégée. Donc, c'est un deuxième arrêté, c'est dans un deuxième temps. Donc, c'est bien uniquement au sein de ces territoires fragiles. C'est pas, on n'ouvre pas des officines dans toutes les communes qui ont 2000 habitants. Donc, ça, c'est faux. C'est ce qui a pu être, parce que certains maires ont retenu. C'est pas ça. C'est uniquement par transfert au regroupement en provenance de communes surdenses. Donc, ce n'est pas non plus une création ex nihilo. C'est aussi ce que certains élus avaient compris. Et les autres critères pour autoriser le transfert regroupement restent applicables. Bon, je vous ai mis le lien vers notre page du portail d'accompagnement des professionnels de santé. Donc ça, ça reste. Donc, l'enjeu aujourd'hui, et je pense que c'est ce qui peut vous inquiéter, c'est où sont ces communes de 2000 habitants, où seront ces paquets de 2500. Donc, on verra après comment on va arriver à les déterminer. Donc, diapositive suivante. Donc, l'assouplissement des conditions de transfert, il y a un deuxième assouplissement qui aussi n'est pas forcément bien compris, c'est qu'on va s'affranchir du critère de population résidente. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de population. Il faudra bien toujours avoir soit 2500 habitants au moins, soit les 2000 habitants dans le paquet de 2500. Simplement, le troisième critère qu'on regarde quand on évalue l'opportunité, l'optimalité d'un transfert, eh bien, on n'en tiendra pas compte. Donc, aujourd'hui, quand on étudie un dossier de transfert regroupement, on doit vérifier que le projet permet un accès aisé ou facilité à l'officine. Donc, et ça, c'est par voie piétonnière, en voiture et en transport en commun, le cas échéant. Le deuxième critère, c'est la conformité et l'accessibilité des locaux. Donc, la accessibilité au sens personnes à mobilité réduite. Et le troisième critère, c'est la population résidente dans le quartier d'accueil. Il faut que soit ce soit la même, soit qu'elle soit une population non desservie ou soit une population qui va évoluer. Donc, ça veut dire que dans ces territoires fragiles, on n'examinera plus ce troisième critère. Mais ça ne remet pas en cause le quota initial. J'espère que c'est clair, c'est un petit peu compliqué. Deuxième type de levier, diapositive suivante, ça va être la possibilité de bénéficier d'aides financières qui sont sous conditions. Alors, celles qui sont déjà déterminées sont les aides conventionnelles de l'assurance maladie. Donc, il y a quand même un budget, enfin, une enveloppe nationale de 20 millions d'euros qui est prévue. Donc, elle pourra être attribuée
uniquement aux officines qui sont dans ces territoires qu'on aura arrêtés, et elles concernent que les officines qui sont seules dans leur commune. Et l'officine devra être dans une zone sous-dense en médecins, zone d'intervention prioritaire ou zone d'action complémentaire. Et il y a aussi une notion de chiffre d'affaires déclaré à l'ARS qui devra être inférieur à 1 million d'euros TTC, sachant que nous, on a des chiffres hors taxe. Bon, c'est un autre sujet. On va dire que ça va nous nécessiter une petite gymnastique. Quand on aura donc, nous, ARS, arrêté ces territoires, il y aura dans les communes concernées, enfin, les officines des communes concernées pourront conclure donc un contrat tripartite CEPAM, ARS, pharmacien pour 3 ans renouvelables. Voilà les leviers pour maintenir ou préserver le maillage à l'avenir. En tout cas, c'était l'objectif de l'ordonnance de 2018. En termes de méthodologie, on va utiliser non pas la commune pour réfléchir, mais la même maille que celle qui est utilisée pour les zonages des médecins ou des autres professions ou de certains autres professionnels de santé, c'est le territoire de vie santé. Donc ça, c'est pas dans le décret, c'est pas dans l'arrêté, c'est dans une instruction ministérielle que nous on suit, hein. Donc, qu'est-ce que c'est que le territoire de vie santé? C'est un agrégat de communes autour d'un pôle d'équipement et de services. Donc ça reflète l'organisation et le recours des habitants sur un territoire donné. Là, j'ai pris un exemple d'un TVS, donc territoire de vie santé rurale, dans l'Allier, Cône d'Allier. Donc, on a 16 communes. Le pôle, c'est la commune de Cône d'Allier. On a 8200 habitants sur, sur ce TVS. Donc, vous voyez, ce sont des mailles qui ne sont pas non plus gigantesques. Elles sont adaptées au recours des quotidiens des, pardon, des habitants. Donc, ce territoire, cette maille, elle a déjà été utilisée pour le zonage médecin notamment. Alors, on peut passer à la suivante. Donc, le deuxième point important à connaître, c'est qu'on va devoir respecter un plafond de population. Donc, les territoires qu'on aura définis sur ce fameux arrêté, cette fameuse liste, ils ne devront pas représenter plus de 8% de la population de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc environ 650 000 personnes. À titre de comparaison, le zonage médecin, les ZIP, les zones d'intervention prioritaire, c'est déjà 19% de la population en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, cette fixation de quota, elle a été faite au niveau national avec une moulinette qui utilise 2 critères, un critère de sous-densité et un critère de temps d'accès. Excusez-moi. Alors, le temps d'accès élevé, donc c'est l'adresse, hein, la direction des statistiques, qui a considéré que le temps d'accès était élevé si plus de 20% de la population d'un territoire de vie santé était à plus de 15 minutes d'une officine. Et la question de la sous-densité, elle a été calculée par rapport à une médiane nationale qui est à 19 officines pour 100 000 habitants. Et là, on a utilisé la population standardisée, c'est-à-dire la population vue par le prisme de sa consommation de soins. Si je reviens en arrière sur la population, par exemple, du TVS de Cône d'Allier, c'est un TVS qui a 8 200 habitants, mais en termes de consommation de soins, on considère qu'il y a 8 900 habitants. Donc, c'est une population qui est plus âgée, qui a plus de maladies chroniques, par exemple, et donc, elle est, en termes de densité, on considère qu'elle est moins dense, du coup, que si on avait calculé avec la population classique. On peut revenir, voilà. Donc, ce seuil de 8%, c'est vraiment un seuil statistique. On ne peut pas le dépasser et il est différent selon les régions et très différent, j'ai envie de dire. Notamment, je vous expliquerai tout à l'heure, on est lié aussi avec nos voisins, les ARS voisines pour les territoires qui sont limitrophes. Nos voisins PACA, je crois que c'est 2 ou 3%. Voilà, on n'est pas trop mal lotis, mais ça reste un plafond qui est faible. On peut passer
à la suite. Donc une fois on a parlé de la maille, on a parlé du plafond et pour déterminer ces territoires de vie santé, on va utiliser des critères qui sont en nombre limité, qui sont les 4 critères qui sont affichés là, qui sont donc prévus par le décret. C'est le classement du territoire en zone sous-dense, donc ça c'est le zonage médecin. La récurrence des gardes, donc ça c'est au vu des informations transmises par les syndicats. Le nombre de pharmacies exploitées par un seul pharmacien titulaire, le nombre de pharmacies exploitées par un seul pharmacien titulaire lorsque ce dernier est âgé de plus de 65 ans. Donc voilà les outils dans notre boîte à outils. Donc on peut utiliser un ou plusieurs de ces critères, une combinaison de critères. Néanmoins, vous voyez que ce sont des critères qui sont des critères de fragilité de l'officine, mais qui sont pas liés à sa position géographique, par exemple. On ne parle pas de temps d'accès, on ne parle pas de sous-densité. Donc c'est vrai que c'est une façon de faire un zonage qui est très différente de ce qui a pu être fait pour les autres professions. Et on vous cache pas que c'est pas évident en utilisant ces critères-là, de trouver la formule magique qui va, être la plus intéressante pour les patients et pour les professionnels. Sachant qu'on a, nous aussi, alors des critères qu'on ne peut pas utiliser, mais qui nous permettent d'apprécier les territoires, qui sont, tout le travail qui a été fait par l'URPS Auvergne-Rhône-Alpes sur, les officines essentielles et fragiles. Voilà, donc ça c'est bon, on pourra peut-être, plus le détailler, mais le classement du territoire, ça c'est quelque chose qui a été le zonage médecin, il a été arrêté il y a quelques années. Vous pouvez trouver, assez facilement sur le site de l'ARS ou sur le portail d'accompagnement des professionnels de santé dans quelle zone vous êtes. Est-ce que vous êtes en ZIP, en ZAC ou hors zone? Donc ce sont aujourd'hui des zones dans lesquelles, il y a des aides à l'installation des médecins. En tout cas, pour nous, ça nous semble être un critère très intéressant, pour juger de la fragilité du maillage. On sait que, quand il y a plus de médecins, la pharmacie est en grande difficulté. C'est peut-être une évidence, mais en tout cas, ça veut dire que ce critère-là, on a tout intérêt à l'utiliser. La récurrence des gardes, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est c'est normal, hein, une grande hétérogénéité sur le territoire. Donc il faudra bien réfléchir où mettre le curseur si on utilise ce critère. Et ensuite, le nombre de pharmacies exploitées par un seul pharmacien titulaire. Là, on ne parle pas des adjoints. Moi, ça me gêne un peu. Donc, c'est vraiment le pharmacien titulaire. Là, c'est pareil. Sur certains territoires, on constate qu'on va jusqu'à 100%. Sur d'autres, c'est zéro. Donc, il faut voilà, estimer si ce critère est pertinent. Sachant que, en utilisant toute cette combinaison de critères, on ne peut pas dépasser 8% de la population et on veut coller au plus près des besoins des patients et des fragilités aujourd'hui du maillage. Donc en termes de calendrier, des travaux à venir, donc même si on a déjà effectivement commencé à travailler avec l'URPS à faire des hypothèses, on n'a pas encore commencé les consultations officielles, hein. Donc les consultations officielles, c'est les professionnels et les instances, les professionnels du RPS, évidemment le Conseil régional de l'ordre et les représentants régionaux des 2 syndicats représentatifs. Hem et les instances qui sont nombreuses, donc les 12 conseils territoriaux de santé, la commission spécialisée de l'offre de soins, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, qui sont différentes instances dans lesquelles les professionnels siègent, dans lesquelles les usagers siègent et les élus également. Et avec toutes ces consultations, la cible nationale, c'est une publication au premier trimestre 2025. Alors certaines ARS auront peut-être terminé avant, moi, je ne peux pas m'engager aujourd'hui. Je pense que ça va être long et aujourd'hui, surtout, je n'ai pas vraiment de visibilité sur le calendrier des instances. Voilà. Et une dernière petite chose, nous allons devoir aussi nous mettre d'accord avec nos voisins, ARS Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et PACA, puisqu'on a des territoires de vie santé qui sont limitrophes.
Et il se trouve que ces territoires, pour beaucoup, sont des territoires avec des officines fragiles ou essentielles au sens de l'étude de l'URPS, avec souvent des territoires montagneux ou particulièrement ruraux qui sont, voilà, qui sont des territoires pour lesquels on aimerait pouvoir agir. Donc, il va falloir se mettre d'accord avec nos voisins qui n'ont pas le même plafond. Voilà. Alors, merci, Mme Perrault. Avant que je fasse une bêtise, est-ce que ça vous gêne si je partage, mais vraiment juste pour illustrer votre propos, le tableau Excel? Alors, allez-y, allez-y, pas de souci. Parce que, alors, il faut arrêter le partage déjà, continuer. C'est un document de travail, Voilà, en fait, c'est pour illustrer ce que vous venez de dire. Donc, mais je pense que vous le voyez là? Le- Oui, on le voit. donc, Voilà, donc en gros, voilà comment ça se présente le travail. Vous avez tous les TVS qui existent dans la région, donc il y en a 385. La population qui est concernée par ce TVS, qui sera donc le critère final, puisqu'il faudra que la somme des TVS qu'on aura trouvé comme fragile corresponde à 650 000, donc il faudra additionner ça. Et après, vous avez tous les critères qui sont là en haut dans lesquels il y a différents seuils, par exemple par des officines avec un seul titulaire. Dans chaque TVS, vous avez de 0 à 100%. Voilà, pour la participation garde, dimanche et jour férié, le taux de participation peut être différent. Donc, faut choisir pour chaque colonne une valeur et regarder toutes les colonnes et voir à la fin le résultat final pour aboutir à ces fameux 650 000. Et ce que je trouve intéressant, et je remercie l'ARS, c'est d'avoir pris en compte, nous, le travail que nous avions fait l'année dernière, enfin, qui a été publié en début d'année, dans lequel on voit qu'il y a cette colonne qui a été rajoutée, nombre de pharmacies essentielles, URPS, qui reprenait un peu ces thématiques-là, c'est-à-dire le nombre de pharmacies dont on jugeait qu'elles avaient un critère de fragilité urgent et qu'elles pourraient, dans les 4-5 ans, disparaître. Et on en avait identifié 53 qu'on retrouve là-dedans. Et donc, l'objectif, c'est de regarder si, en prenant toutes les colonnes, on retombait sur un nombre d'officines essentielles URPS qui était cohérent. Donc voilà ce travail-là. Donc vous imaginez bien que c'est un travail fastidieux parce qu'il y a beaucoup de colonnes, beaucoup de lignes, et qu'une fois qu'on a croisé des différentes données, il faut regarder tous les résultats de toutes les formules de calcul qu'on peut avoir. Donc bien évidemment, ce n'est pas avec la simple lecture du décret tel qu'il avait été publié par le ministère cet été qu'on pouvait obtenir ce résultat-là. Donc, le résultat, d'ailleurs, il n'existe toujours pas. On, non, non, on a déjà c'est- travaillé sur des options. Alors, je vais prendre ma parole URPS, Madame Perrault, pour ne pas engager l'ARS. Mais allez-y. évidemment, la grosse inquiétude et le sujet polémique, c'est oui, on va créer des pharmacies partout sur les territoires. Bon, évidemment, vous avez compris que déjà, c'était faux. Il faudra remplir ces fameux critères de population, que au-delà de ces critères, ces communes soient inscrites dans une des TVS identifiées comme fragiles. Donc sur 385 TVS, je crois qu'à l'arrivée, on va être, je ne sais plus, aux alentours de 30 à 40 TVS. Donc vous en enlevez déjà 90% des communes. Et que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a, si on prend juste le nombre d'habitants, il n'y a que 44, je crois, de Oui, mémoire, c'est quelque chose comme 4 ça. communes Oui, qui correspondent à ce fameux critère entre 2000 et 2005 sans tout à pharmacie à fait. l'intérieur. Tout à fait. La majorité des communes de moins de 2000, enfin, dans ce créneau-là, 390, elles ont une officine. Elles ont déjà une officine. Et donc, Oui. ça, c'est pour toute la région. Et en gros, si vous en enlevez 90% de ce résultat-là, vous tombez sur 4. Et dans les données qu'on a travaillées, on n'est même jamais arrivé à un chiffre aussi élevé que 4 dans la région. Je ne vous donne pas les résultats parce que ça ne sert à rien. Il y aura de toute façon des arbitrages qui seront indépendants de notre travail. Mais c'est quasiment rien. Et en plus, comme l'a dit Madame Perrault, c'est pas une création, c'est un transfert. Donc, il va falloir transférer si jamais le cas se produit. Si jamais le cas se produit, et si vous avez un territoire identifié comme étant éligible à une création d'officine, il faudra encore trouver quelqu'un pour aller créer cette officine dans un territoire qui, si aujourd'hui il n'en a pas, c'est qu'il n'a pas attiré les foules jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour un peu, comme l'a dit Mme Perrault, reconstruire
un langage très objectif sur ce décret de territoire fragile, dont 99% de son objectif, c'est d'apporter une aide sur les territoires concernés et de pouvoir maintenir, l'objectif c'est vraiment de maintenir les officines dans les territoires, euh, eu égard à cette disparition de plus en plus forte des officines sur les territoires. L'objectif, ce n'est pas d'en créer, c'est de les garder. C'est vraiment ça l'objectif de ce fameux décret. Et l'agenda fait que, théoriquement, on devrait aboutir aux premières aides conventionnelles dès l'année prochaine. Normalement, Oui. d'ici un an, les premières aides auront été versées, d'autant qu'il y a l'aide conventionnelle CNAM, et il est possible que l'ARS, avec ce qu'on appelle son fonds d'intervention régional, puisse venir compléter une aide. En gros, c'est ça le dispositif décret territoire fragile, c'est identifier des territoires dans lesquels on peut amener des aides pour maintenir une offre de soins pharmaceutiques sur les territoires, selon la méthode qui vous a été présentée aujourd'hui par Madame Perrault. Si je peux juste rajouter quelque chose par rapport aux officines que vous avez, estimées, essentielles ou fragiles, si on les prend toutes, si on les prenait arbitrairement toutes, on serait à plus de 15 de la population. Donc on ne peut pas respecter, le plafond qui nous est, imposé, si on voilà, si on voulait être complètement optimal par rapport au travail qu'a fait l'URPS. Voilà, mais l'objectif, c'est quand même d'en agréger le maximum en regardant effectivement le résultat de population. Alors, C'est ce qu'on aimerait faire, voilà. oui. Donc ça, c'est vraiment l'aspect très institutionnel de ce décret. Voilà, un travail fait par l'Agence régionale santé en lien avec la représentation des pharmaciens au sein de l'Agence régionale de santé, c'est-à-dire l'URPS. Je ne sais pas ce que font les autres régions, comment ils font ce travail d'identification des territoires. On peut au moins se satisfaire dans la région que c'est un travail concerté avec les professionnels, hein. Alors, je ne suis pas tout seul, on est d'autres élus à l'URPS à participer à ce travail, et il y a d'autres personnes que Madame Perrault, même si elle en prend sa grande part à l'agence, pour travailler et d'essayer de trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Donc, je vous laisse poser vos questions. Donc, concernant l'usine à gaz, L'usine à gaz, les décennies, bon, de toute façon, il n'y aura jamais rien de simple, non. parce que de toute façon, si on interroge, que ce soit les pharmaciens, les élus, les institutionnels, tout le monde y va de ses critères, de ses modalités, de ci, de là, etc. Très sincèrement, on essaye de faire au mieux, au plus efficace pour les pharmacies qui sont installées sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'y a pas du tout la volonté, euh, je dirais, en dehors des critères, d'essayer d'inciter à démultiplier les pharmacies dans la région. C'est pas du tout, du tout, du tout ça l'objectif. C'est pas forcément ce que d'autres acteurs de la région aimeraient, parce que vous savez bien que en gros, tous les maires aimeraient avoir une pharmacie dans leur commune, par exemple. Donc, il y a une certaine pression qui peut être mise sur ce sujet-là pour faire en sorte que les quotas de création montent. Bon, l'objectif, c'est de trouver quelque chose qui soit indiscutable, de dire, écoutez, voilà les territoires qu'on a identifiés comme fragiles, et nous, les critères qu'on a pris sont extrêmement objectifs et font en sorte de maintenir l'offre territoriale d'aujourd'hui. C'est ça le premier et le seul objectif qu'on a. C'est pas d'aller en créer ailleurs. Comme l'a dit Mme Perrault, 99% des gens ont accès à une pharmacie à moins de 15 minutes. Donc on va dire que l'offre est encore très satisfaisante, même s'il y a une grosse inquiétude sur la pérennité de cette offre. Et c'est là-dessus qu'on travaille. C'est pas sur l'idée de satisfaire des territoires particuliers parce qu'il y a des personnes dans ces territoires qui souhaiteraient voir s'installer des pharmacies. Je veux juste nuancer un tout petit peu, hein, c'est parce que c'est pas le seul objectif, hein. Nous, c'est ce qu'on c'est un peu la conclusion de nos travaux, mais l'objectif est quand même de garantir l'accès aux médicaments pour la population dans les zones où elle n'est pas assurée de façon satisfaisante. Et aujourd'hui, on considère qu'elle est pas trop mal, mais le prisme est quand même celui du patient et du territoire. Voilà. Je voulais juste préciser ça, Oui. puisque, Alors, il peut y avoir, le d'autres voies. patient n'est Aujourd'hui, on est pas le entre prisme des élus. pharmaciens, mais voilà. Après sur le terme usine à gaz, bon, je peux partager, je peux partager ce qualificatif. Hem, Sachant que les zonages des professionnels sont révisés, maintenant le zonage médecin va être révisé tous les 2 ans.
On peut se dire que le zonage pharmacien, il sera peut-être aussi révisé tous les 2 ans. Donc là, c'est un premier round. On essaie de faire au mieux avec ces critères-là. Peut-être que, bah, dans 2 ans, dans 3 ans, on remettra, l'ouvrage sur le métier pour faire mieux, si on peut. Et j'espère qu'en tout cas, il y aura quand même des choses qui auront été concrètes avant des décennies. C'est bien l'objectif. Même si ça peut être un peu tard parce que ça sera probablement début 2025, j'espère quand même qu'on aboutira. Oui, l'objectif, c'est de mettre les aides le plus tôt possible. Alors, on parlera, ouais, on va faire un petit mot sur les antennes. C'est un Oui? sujet à part. C'est un sujet D'accord. à part. Juste conclure sur cette présentation, sur cette histoire d'agenda. Euh, donc, Madame Perrault vous a parlé des consultations qu'il y aurait ensuite. Donc, il y a beaucoup de consultations à faire, de beaucoup d'instances. Et là, effectivement, ça ne dépend pas de l'agence, puisque c'est l'agenda de ces organismes qui peuvent mettre ça à l'ordre du jour du 15 janvier, du 25 décembre. Enfin, voilà, ils ont leur date de consultation et l'agence ne va pas leur dire, il faut qu'on vous ait tous vus avant le 12 décembre. C'est ça qui va prendre du temps après. Et donc, la présentation finale, le résultat de tout ce travail, très officiellement, ne peut être fait qu'après les consultations. Parce que si on parle de consultation, c'est bien évidemment pour imaginer, laisser la place à des amendements qui pourraient être faits sur ce travail-là. Donc, on ne pourra pas dire que nous, le travail qui sera terminé, on va dire dans les quelques semaines à venir, enfin très très rapidement, pour justement démarrer les consultations, enfin l'agence, ce sera le document final. Donc, n'attendez pas que courant octobre, le document final soit diffusé publiquement. Il y aura forcément vu qu'il sera présenté à droite à gauche, il y aura des informations qui vont très certainement circuler, mais la vraie information de ce qui va se passer dans la région ne pourra être faite qu'au terme de ces consultations, c'est-à-dire début 2025. Alors, un petit mot sur les antennes de pharmacie. Donc, c'est une expérimentation, les antennes de pharmacie, qui a été validée il y a déjà un petit peu de temps, qui vise à répondre à ce que vient de dire Madame Perrault, à l'accès aux soins dans des territoires qui ont perdu toute possibilité. Il y a plusieurs régions qui sont éligibles à cette expérimentation. Celle qui a démarré ce sujet-là, c'est la Corse, avec les premiers projets d'antennes de pharmacie en Corse. Et nous, la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a été désignés comme expérimentatrice. Très clairement, aujourd'hui, il est proposé à l'agence d'expérimenter pardon, la possibilité d'avoir 2 antennes de pharmacie dans la région. Donc évidemment, avec des critères qui ressemblent un peu à ceux des territoires fragiles. Il ne s'agit pas d'expérimenter n'importe où. Et il faut trouver une pharmacie qui acceptera d'avoir une antenne de sa propre pharmacie. Donc voilà, donc c'est un biais de l'expérimentation. Et ce n'est pas forcément évident, puisque ce travail a déjà commencé et il y a quand même peu de candidats à se dire ben, je vais Non. démultiplier mon travail. C'est-à-dire, en gros, pourquoi est-ce que je répondrais à un projet d'antenne de pharmacie, puisque finalement, on me propose de faire une antenne sur une commune très proche de la mienne, enfin en tout cas pas très éloignée, et que jusqu'à aujourd'hui, les patients ont trouvé leur chemin pour accéder à mon officine. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de territoire euh, élu pour expérimenter ces antennes. Il y en a quelques-uns qui ont été identifiés et l'agence a proposé déjà. Pour l'instant, il n'y a absolument aucun choix qui a été fait. On aurait pu imaginer, enfin, on imagine aussi que ça pourrait être une solution dans des territoires type station de ski. Qui, par exemple, notamment, il y en a une qui a perdu sa pharmacie l'année dernière, va me dire est-ce qu'on met une antenne qui serait ouverte de décembre à avril, par exemple. Ça pourrait être une idée. Mais voilà, il y a une fenêtre très limitée pour cette expérimentation, uniquement 2 antennes dans la région Vernon-Alpes avec l'acceptation de 2 pharmacies existantes de la région qui accepteront d'ouvrir les antennes, entre guillemets, pour elles-mêmes. Donc voilà, c'est une expérimentation. Elle a démarré dans sa réflexion, elle n'a pas réellement démarré. Il n'y a aujourd'hui pas d'antenne prévue de pharmacie. Non. Effectivement, ça motive énormément les élus, mais pour le pharmacien qui voudra se lancer, c'est quand même un travail, important. Et même si nous aussi à l'agence, on aimerait bien quand même que ça, se passe pour pouvoir évaluer, parce qu'on est quand même dans le cadre d'une expérimentation, ça ne veut pas dire que ça passera dans le droit commun. Ça ne passera dans le droit commun que s'il y a un intérêt pour tout le monde.
Donc là, aujourd'hui, on n'est pas en capacité de démontrer quoi que ce soit puisqu'on ne démarre pas, mais voilà, on ne désespère pas. Mais il faut un pharmacien intéressé et on dirait une commune cible qui soit pertinente. Une commune cible qui a perdu son officine et qui soit dans un territoire en difficulté. Mais Si. alors, ce n'est pas lié aux travaux sur les territoires fragiles, hein. Aujourd'hui, il Non, n'y a non, pas mais de c'est lien entre totalement les deux, hein. indépendant. Voilà. Et enfin, ça a démarré avant la publication du décret de cet été. Voilà, puisque la région avait été désignée avant. Voilà, j'ai envie de dire, ça reste un épiphénomène. Bon, et justement, dans peut-être que la difficulté de mise en place d'antennes est un critère d'évaluation. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette organisation des officines et le maillage territorial? Alors, bon, dans la région, mais de toute façon, le principe est le même partout en France. La seule chose qui change dans les autres régions, c'est le critère de population. Nous, c'est 8%, c'est relativement beaucoup par rapport à d'autres régions. Mais le principe est le même partout dans toutes les régions de France et outre-mer, j'imagine aussi. Oui. Bon, donc s'il n'y a pas de questions, on va conclure. Alors déjà, Madame Perrault, je vous remercie. Je vous remercie aussi, puisqu'il y a des pharmaciens qui témoignent et puis que d'autres qui regarderont le webinaire, d'avoir pris en compte les travaux qu'on a fait déjà à l'URPS et puis de nous faire confiance pour travailler sur ce sujet-là, hein. On travaille je peux témoigner qu'on travaille en bonne intelligence sur ces sujets-là. J'espère que vous serez d'accord. Ah, complètement, je partage. Donc voilà, je trouve pour une fois une méthode de travail constructive. C'est pas un truc qui nous tombe dessus. Il y a eu ce fameux décret, mais ce décret, voilà, il ne se mettra en œuvre que si on aboutit à un travail concerté. Il n'y aura pas d'autre communication qui sera faite sur ce travail avant les communications officielles. Donc voilà, on voulait juste prendre ce temps pour vous expliquer plus en détail comment ça se fait, comment ça se pratique, quels sont les objectifs. Comme vous l'avez vu, c'est pas simple. C'est vrai qu'on peut reprendre un peu le terme d'usine à gaz. Pour autant, en tout cas, la temporalité fait que, on a la possibilité de mettre ça en œuvre dès l'année prochaine. Dans 6 8 mois, on pourrait imaginer que le dossier soit terminé et que les premières aides arrivent. Donc c'est plutôt satisfaisant. On ne travaille pas aujourd'hui pour un truc qui pourrait arriver dans 5 ou 10 ans. Et il y a effectivement urgence à pouvoir accompagner ces officines dont, on le redit encore une fois, tout n'est pas figé dans tout ce qui a été dit aujourd'hui. D'ailleurs, depuis nos premiers travaux, vous avez eu une réunion, je crois, le 8 octobre. Non, quand est-ce que c'était? Il n'y a pas longtemps, Oui, oui, là. c'est ça, oui. Oui. Il y avait l'objectif de recaler certains. Alors, c'était aussi l'objectif de faire remonter à la DGOS les difficultés de terrain avec ce texte. Que voilà, bon, et de constater en tout cas qu'il n'y a pas d'harmonisation entre les ARS et des façons de travailler bien différentes. Bon, bah, nous, on va Qui dire qu'on a peut eu. être dommage, mais en tout cas, voilà, chacun a sa méthode et on espère que le résultat, en tout cas, sera pertinent. Voilà, et bien sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Merci.